Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, je reçois Maître Chantal Payet et on va discuter, parler de réajustement de pension alimentaire. Elle va tout nous expliquer cela. Maître Payet, bonjour. Je pense que je vais vous laisser le soin de nous dire de quoi on parle, parce que ce sont des acronymes. Puis là, moi, j'appelais ça serpent, le ça. Alors, je vous laisse nous indiquer de quoi on parle aujourd'hui, mais on parle de pension alimentaire, d'ajustement, etc. Ça, c'est définitif. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Je vous laisse le choix du sujet commençant. En fait, dans la foulée d'essayer de permettre aux gens d'avoir un accès plus facile à la justice, on a mis en place dernièrement, ça fait pas très longtemps, la SARPA, qui est le service d'aide de rajustement des pensions alimentaires pour enfants. OK, les gens ont pris un crayon, là, on recommence. La SARPA. La SARPA. S-A-R-P-A, donc le service d'aide de rajustement des pensions alimentaires, mais c'est pour enfants. D'accord. Et qui est un service qu'on peut faire de façon administrative. C'est un service administratif, en fait, de rajustement, si je peux me permettre plutôt. Et donc, on peut faire une demande en ligne à la Commission des services juridiques pour modifier une pension alimentaire qui existe déjà dans un jugement. Donc, on va, comme on dit souvent, sur Internet. C'est accessible. Comme les gens Google service de pension alimentaire, ajustement de pension alimentaire, comme le service administratif de rajustement des pensions alimentaires, SARPA, et vous allez vous retrouver sur le site de la Commission des services juridiques. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une demande en ligne en payant un certain montant d'argent. Vous faites d'abord votre demande et si vous êtes admissible au service, l'idée, c'est qu'on va passer par ce service quand on veut ajuster une pension alimentaire de façon très simple. J'ai une diminution de revenus, je suis un salarié, j'ai une diminution de revenus, je veux ajuster la pension alimentaire que je paye pour mon enfant sans qu'il y ait de discrétion judiciaire. C'est vraiment seulement le formulaire de pension alimentaire là, pour enfants qui va s'appliquer. Oui, parce que, disons-le, aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant, là, les pensions alimentaires pour enfants sont fixées suivant des barèmes établis par le gouvernement. Là, il y a un formulaire que l'on complète. Et ce qui fait que pour la très grande majorité des gens, c'est le formulaire. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté à remplir le formulaire. Et ça épargne, j'imagine, des frais, ça épargne du temps de cours. Tout à fait. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on remplit une demande, on la remplit en ligne. Il y a un service qui étudie la demande. Si ça s'apparente à être une demande simple d'ajustement de pension alimentaire pour un enfant mineur, à ce moment-là, on va envoyer un avis à la partie adverse en lui demandant ses documents. La partie adverse va avoir 30 jours pour fournir la preuve de ses revenus. Au bout de 30 jours, si elle ne les fournit pas, elle aura un 10 jours supplémentaire pour le faire. Mais si elle ne les fournit pas du tout, le service d'ajustement de pension alimentaire administratif peut fixer un revenu, à ce moment-là, 15 plus élevé que celui de l'année dernière. Donc... Alors, il y a des dents, là. Oui. Bon, là, je vais vous arrêter. Si moi, je fais une telle demande, est-ce que j'avise la mère de mes enfants ou surtout si les relations sont un peu tendues ou quand je vais lui dire que je veux faire... Parce que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'adressent au service en disant « J'ai une augmentation de salaire appréciable, je voudrais avoir une augmentation », ce serait plutôt... j'imagine que ça se fait... Pas que ça se fait pas, mais qu'on ne verra pas ça. Bon, mais si les parties s'entendent, c'est quand même avantageux, puisque si j'ai avisé la mère ou le père que j'ai une augmentation de salaire, on peut alors procéder par le service administratif plutôt que de passer par la cour et obtenir un jugement. Non. Parce qu'il va devenir exécutoire, là, cet avis-là de rajustement de pension alimentaire par la suite, lorsqu'on leur a ajusté la pension alimentaire. Et là, j'allais dire, je peux, oui ou non, informer la mère des enfants, dans mon cas, si je suis un homme. Bon, l'autre partie, le payeur, non pas le payeur, celui qui reçoit la pension. Je l'avise, je vous envoie tous les documents.
elle attend d'avoir l'avis ou on peut faire ça ensemble, les deux, envoyer toute la documentation? La demande peut être faite de façon conjointe. Bon, à ce moment-là, chacun va devoir payer 140 parce que ça coûte 280 faire cette demande-là. Ah, ben, j'allais aussi vous demander les frais. Oui, mais quelqu'un peut agir seul aussi. Donc, si on prend le cas où la personne agit seule, elle fait sa demande, on évalue si c'est un dossier simple d'ajustement de pension alimentaire. Si oui, il y a un avis donc qui est envoyé à la partie adverse, elle doit fournir ses documents. Lorsqu'elle fournit ses documents, là, il va y avoir le formulaire de fixation de pension alimentaire qui va être fait. Ils vont étudier la demande et ils vont émettre un avis d'ajustement de la pension alimentaire. La personne qui n'est pas d'accord avec cet avis a 30 jours pour faire sa demande à la Cour. Parce que sinon, le 31e jour qu'on reçoit l'avis d'ajustement de la pension alimentaire du SARPA, c'est la nouvelle pension qui va s'appliquer le 31e jour. Qui assure la gestion là, du programme? Est-ce que ce sont des avocates du service de la... C'est le service administratif de rajustement de pension alimentaire. Là, c'est composé de différentes personnes au niveau de la Commission des services juridiques. Mais évidemment, il y a une étude qui est faite quand même. Parce que c'est simple, hein? Là, c'est dans les cas les plus simples on va préférer s'adresser au SARPA. Oui, disons-le, je le mentionnais plus tôt, là, aujourd'hui, on fonctionne avec des tables, on entre les données. L'intervention des avocats, des avocates, c'était pour faire la procédure. Là, maintenant, on a simplifié. Ça fait des frais beaucoup moins élevés pour les contribuables. Et disons-le, on appuie sur le bouton. On remplit une demande en ligne. C'est quand même assez simple. Mais on peut s'adresser au SARPA aussi si on a une modification dans la garde. Par exemple, si on était dans un contexte de garde exclusive et droit d'accès, puis là, les parents décident d'être en garde partagée, il va y avoir un ajustement de la pension alimentaire qui doit se faire à ce moment-là parce qu'il y a une augmentation du temps de garde d'un parent. On l'avait déjà dit que plus on a de temps avec notre enfant, moins ça nous coûte cher de pension alimentaire. Donc, dans ces cas-là, on peut aussi s'adresser au SARPA. Et comment ça va se passer pour puisque là, on modifie les conditions du jugement? Disons que, je ne sais pas, là, c'était 3 jours ou 4 jours chez un parent, le reste du temps chez l'autre aux 2 semaines. Si on modifie là, à temps égal, 7 jours, on modifie donc les conditions du jugement. Est-ce qu'il devra nécessairement y avoir un jugement pour le temps de garde? Non. À ce moment-là, ça va se faire au niveau du SARPA. Et on va tout modifier en même temps au niveau du SARPA. On va ajuster la pension alimentaire en fonction du nouveau temps de garde qui existe entre les parents. Et la même chose, si on n'a plus de frais particuliers, par exemple, on payait pour des frais de garde d'enfant, mais l'enfant est rendu au secondaire, il n'y a plus de frais de garde pour lui, on peut aussi s'adresser au service administratif de rajustement des pensions alimentaires. Donc, c'est extrêmement intéressant pour les gens là, de s'adresser. Est-ce que c'est populaire? Est-ce que pas très. C'est pas très connu. Vous êtes ici pour en parler. Oui. Dire aux gens de l'utiliser là, aller sur le web. On va continuer d'en parler, mais je trouve ça vraiment intéressant. Dites-moi également, est-ce que vous avez, vous pratiquez, là, vous allez à la cour, là, vous êtes une plaideuse, est-ce qu'on dit ça? Plaideur? Avocat plaideur, oui. Avocat plaideur. Est-ce qu'on constate une diminution des dossiers à la cour en fonction de ce régime-là ou c'est encore trop récent? Je pourrais pas dire. J'ai pas d'études en main pour savoir si l'impact est assez grand pour diminuer le nombre de dossiers à la Cour, mais on sait que la volonté du législateur, c'est de réduire le temps d'attente pour les contribuables à la Cour et d'augmenter l'accessibilité à la justice. Et le SARPA est un service qui existe pour donner plus d'accessibilité aux gens à la justice. Donc, on va essayer d'éviter de judiciariser un dossier alors qu'on peut ajuster administrativement la pension alimentaire pour enfants et ça va devenir exécutoire au même titre qu'un jugement. La beauté de la chose, c'est qu'on peut même procéder par le SARPA pas pour annuler une pension alimentaire, parce que c'est un service de réajustement de la pension, mais on pourrait la réajuster à 0. Ce que ça fait, par contre, l'avantage que ça fait, c'est que par la suite, 1 an plus tard, si la personne se trouve un nouvel emploi, on peut revenir par la SARPA pour réajuster à nouveau
la pension alimentaire en la fixant cette fois-ci à un montant adapté aux revenus. Donc, ça serait pas... Parce que là, bon, j'ai ri en me disant, OK, est-ce que c'est un détour? Non, en fait, non. C'est, comme vous l'avez mentionné, quelqu'un perd son emploi, a zéro revenu. Oui. Ben, c'est un cas de diminution ou d'annulation, on pourrait dire temporaire, le temps que la personne travaille. Ce n'est pas le cas ça ne s'appliquerait pas à, bon, ben mon garçon a 18 ans, il travaille, il est rendu autonome, je m'adresse au service faire annuler, réduire à zéro la pension plutôt que... C'est ça. C'est vraiment une technicalité dans la formulation, mais c'est important dans l'idée de l'accessibilité à la justice. Parce que pour pouvoir procéder avec le SARPA, on doit avoir un jugement qui détermine une pension alimentaire. Ouais. Donc, si on inscrit qu'il y a annulation complète et qu'il n'y a plus de pension alimentaire, les gens ne pourraient pas par la suite revenir en passant par le SARPA pour ajuster, pour fixer une pension alimentaire. Donc, il faut faire attention à la formulation qu'on veut utiliser. Je veux pas entrer dans la technique parce que les gens... mais on pourrait techniquement. Zappent, mais il y a une nuance entre suspendre ou annuler au motif avec le détail devra aviser dans les 10 jours du début d'un nouvel emploi, donner l'information, Peut-être etc. la difficulté que je dirais avec le SARPA, c'est que la personne qui reçoit l'avis de rajustement de pension alimentaire a 30 jours pour agir. C'est là un peu... c'est important, oui. S'il n'est pas d'accord avec l'avis de rajustement qu'il a reçu, il doit agir et faire une demande au tribunal dans les 30 jours. Donc, on est dans une espèce d'urgence à ce moment-là si on n'est pas d'accord avec l'avis reçu. Donc, c'est important de le mentionner, ce qui fait que je reçois de la part de la mère de mon enfant une demande, ça peut être une demande d'augmentation. Ça peut, absolument. Demande d'augmentation de pension alimentaire. Je ne suis pas d'accord pour peut-être de bonnes raisons. Alors là, je vais contester, entre guillemets. Est-ce que je vais voir un avocat tout de suite? Ou je vais répondre au service? Non, il y a une demande qui doit être faite à la Cour. OK. Non, mais je veux dire, si je reçois l'avis de rajustement. Oui, quand je ne suis pas d'accord, est-ce que je dois vous informer que je ne suis pas d'accord avec la demande et que je vais consulter un avocat ou je vais tout de suite consulter un avocat qui, lui, va se charger de dire non, il y a une demande? À partir du moment où l'avis de rajustement est fait, il y a une décision de rendu. Et là, c'est en passant par les tribunaux si on veut modifier l'avis de rajustement. Donc, je conteste, entre guillemets. Là, je ne suis pas d'accord. Contester, ce n'est pas nécessairement négatif. Là, je ne suis pas d'accord avec les informations qui ont été données au service. Et je demande à la juge. Et là, on dit, la procédure, c'est important. Les gens oublient. Les délais, c'est pas parce que les gens appellent ça des avocasseries. Non, c'est pour vous autres qu'il y a des délais. Si on dit un délai de 30 jours, donc ça signifie que la demande doit être déposée dans les 30 jours. Donc, important, les gens doivent consulter un avocat immédiatement. Et ils vont savoir quoi faire, mais la procédure doit être ouverte à la Cour dans les 30 jours de la décision. Exactement. Donc, on ne perd pas de temps. L'été, si vous êtes en vacances, là, agissez. Agissez, exactement. Bon. Avez-vous d'autres choses à nous dire à propos du serpent? Non, le serpent, non. Bon. Non, mais je voulais vous parler, par contre, aussi du service d'aide à l'homologation qui, lui, est de plus en plus populaire. Hein? On remarque, en tout cas, nous, à notre bureau, une augmentation des gens qui se prévalent de ce service, qui est vraiment un service, moi, que je trouve extraordinaire, personnellement. On va répéter, le service d'aide à l'homologation. Oui, SAH. Bon. De quoi s'agit-il? À ce moment-là, c'est, toujours encore, on doit être dans une situation où les gens ont un jugement, déjà. Oui. De rendu. Pension alimentaire. Toujours en droit de la famille? Oui, en droit de la famille. Effectivement. Pardon, je n'ai pas précisé. Non, ça va. En droit de la famille. Je suis là pour ça. Garde, pension alimentaire entre conjoints ou pension alimentaire pour enfants. Conjoints. Entre conjoints aussi, mais il doit y avoir une pension alimentaire pour enfants de déterminer dans le jugement pour qu'on puisse se prévaloir du service. D'accord. Il y a toujours un lien je ne veux pas dire, c'est pas gratuité, c'est diminution des frais pour les justiciables rattachés au fait qu'il y a des enfants. Donc, si on est un couple, je paye une pension alimentaire. Je vous paye une pension alimentaire. Là, j'apprends que maintenant, vous pratiquez, vous n'êtes plus étudiante et c'est vous qui allez m'en payer une. Alors, est-ce que je m'adresse au service d'ajustement? Alors ça, c'est différent complètement. Les parents doivent s'entendre. Ils doivent avoir fait une démarche eux-mêmes.
et s'entendre sur ce qu'ils veulent qui va apparaître dans leur prochain jugement. Donc, par exemple, un enfant est devenu majeur et autonome. C'est les cas les plus classiques que je dirais à ce moment-là. Le parent veut annuler la pension alimentaire parce que son enfant est devenu majeur et autonome financièrement. Les parents s'entendent, ne veulent pas passer par une procédure à la cour, demander l'annulation, pas y payer un avocat, tout ça. Alors, ce qu'ils veulent, ils se sont entendus qu'il doit y avoir une annulation. Ils vont prendre rendez-vous au bureau d'aide juridique le plus près de leur domicile, mais ils peuvent aussi choisir d'aller ensemble dans le même bureau d'aide juridique. C'est pas de faire absolument affaire avec un avocat permanent d'aide juridique parce qu'ils peuvent aussi aller voir un avocat de pratique privée, mais ils doivent quand même passer par un bureau d'aide juridique pour ouvrir la demande. Je vous arrête. Oui. On vient d'aborder, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je pense qu'on a peut-être un peu le temps d'en parler. Il y a peut-être encore des gens qui se posent la question entre un avocat de l'aide juridique puis je suis admissible à l'aide juridique. Quelle est la nuance si quelqu'un choisit un avocat de pratique privée en lien avec l'aide juridique? Comment ils vont procéder? Est-ce qu'ils doivent aller d'abord au bureau d'aide juridique puis dire « Moi, je veux faire affaire avec Serge Hébert » ou ils vont voir Serge Hébert qui, lui, va lui dire « D'après moi, vous êtes admissible à l'aide juridique. » On a parlé là, dans une émission précédente des paliers, là, mais juste pour rappeler aux gens. Donc, est-ce que les gens vont au bureau d'aide juridique de leur localité pour demander l'émission d'un mandat à l'avocat? Comment ça fonctionne, en quelques mots, là? Bien, il n'y a pas vraiment de façon de faire déterminée. Il y a des gens qui vont se présenter, vont demander un mandat. Ils savent déjà qu'ils veulent faire affaire avec un avocat de la pratique privée. Ils n'ont pas nécessairement choisi leur avocat, mais il va falloir qu'ils en trouvent un parce que nous, ça va faire partie des renseignements qu'on va demander. Si, par exemple, j'ai reçu une procédure puis c'est quelqu'un de votre bureau, bien entendu... Non, là, à ce moment-là, on est en conflit d'intérêts. Bon, c'est ça. Mais la personne va quand même se présenter au bureau pour vérifier si elle est admissible à l'aide juridique. Elle va devoir se trouver un avocat de la pratique privée qui accepte les mandats d'aide juridique. Ce que ça veut dire, c'est que l'avocat va être payé par l'aide juridique pour ses services. Selon des tarifs préétablis. Là. Des tarifs qui sont préétablis, exactement. Bon. Ce qui fait qu'à partir du moment... Là, est-ce qu'on parle... Ce service-là, est-ce qu'on parle de gens qui sont admissibles de façon générale à l'aide juridique ou ça s'adresse à toute la population? Ça s'adresse à toute la population. Et là, quand la personne doit passer par l'aide juridique, elle va choisir, si elle sait pertinemment qu'elle n'est pas admissible à l'aide juridique, elle va tout simplement renoncer à ce qu'on vérifie son admissibilité à l'aide juridique. Elle va dire, non, moi, je gagne 100 000 par année, je sais très bien que je ne suis pas admissible à l'aide juridique. Donc, on va passer l'étape de vérifier son admissibilité. Il va signer une renonciation à ce qu'on vérifie son admissibilité. Puis après ça, l'avocat va simplement regarder si c'est un dossier qui se prête à une demande de SAH. Mais par contre, la personne qui est admissible à l'aide juridique et qui veut qu'on vérifie son admissibilité, elle y a droit, évidemment. Elle va devoir payer jusqu'à la hauteur du plus petit des deux, autrement dit, là, entre sa contribution. Si elle est admissible, par exemple, moyennant un volet contributif de 500... mais ça coûte 275, elle ne va pas payer 500, elle va payer 275. Mais si elle est admissible moyennant une contribution de 100 $, c'est le 100 $ qu'elle va payer et non le 275. En fait, pour simplifier les choses, on va dire, quand vous allez rencontrer le permanent de l'aide juridique, il va vous mentionner si vous avez une contribution à payer ou non et quelle est-elle. Bon, c'est une question pour se faire expliquer. Mais il est possible qu'il y ait une contribution moindre en fonction des paliers dont on a déjà parlé pour l'admissibilité à l'aide juridique. C'est ça. Mais là, à ce moment-là, c'est certain que l'avocat va devoir vérifier l'admissibilité, il va apporter le rapport d'impôt, il va apporter les preuves de revenus, les actifs, les dettes, tout ce qu'on avait dit. Et sinon, le tarif, vous dites, c'est combien? C'est 275 par personne. Par personne. Bon, alors, si on s'entend, évidemment, l'homologation, parce que je me disais... pas certain que les gens savent ce que c'est l'homologation. Alors, peut-être dire ce que c'est le service administratif d'homologation. C'est le service d'aide à l'homologation. Le service d'aide? Oui, c'est... Bon, donc là, les gens doivent remplir le formulaire H, formulaire homologation, qui se trouve sur le site de la Commission des services juridiques. Et ce formulaire-là, on répond par oui ou par non aux questions et on va devoir l'apporter au bureau d'aide juridique. Donc, et c'est là, on le complète. Ça donne nos renseignements, adresse, numéro d'assurance sociale, notre revenu. Ça va donner... Ça va poser des questions à savoir si on a déjà fait affaire avec un médiateur, si on a déjà un jugement
puis qu'est-ce qu'on veut modifier. Ça va accélérer le processus. Exactement. Et là, l'avocat va évaluer avec les formulaires H des deux parents si on est dans un cas d'homologation d'une entente. Si oui, ça va être très simple à ce moment-là, parce qu'il va y avoir une demande conjointe qui va être préparée par l'avocat. Après avoir payé leurs 275 chacun, à partir du moment où les deux ont payé leurs 275, il y a une demande conjointe qui est préparée avec une entente que les parents vont venir signer avec l'enfant majeur si l'enfant est majeur. Donc, c'est un permanent, un responsable du service qui va compléter la demande. C'est un avocat. Ça va être traité de façon... Vous voyez, l'avantage quand on donne une entrevue avec un animateur qui ne connaît pas le processus, il vous pose toutes les questions. C'est parfait. Bon, c'est exactement, je suis là pour ça. Là, ce qui fait que c'est une demande administrative, ça ne va pas à la cour, ça non plus? Est-ce que ça va aller à la cour? Non, ça va aller à la cour, ça va être envoyé au greffe, mais personne ne va devoir se présenter à la cour. Ça va être envoyé au greffe du palais de justice et la greffière, les greffières spéciales, greffières spéciales ou greffiers spéciaux, peu importe, vont examiner le dossier dans leur bureau et ils vont homologuer l'entente. Pour les gens du public, les greffiers spéciaux ont des pouvoirs, peuvent rendre jugement dans certains cas, ce qui évite de prendre du temps de cours à des juges qui sont peut-être plus occupés ailleurs, mais ça ne diminue pas le travail qu'ils font. Là. C'est un travail important, les greffiers, je l'ai mentionné. Oui, puis le jugement qui a été homologué par un greffier spécial a autant de valeur juridique qu'un jugement rendu par un juge. Là, je vais être très, très, très pratico-pratique. Les gens qui vont vous rencontrer, ils apportent de l'argent, ils amènent un chèque, ils peuvent payer par carte de crédit, par carte de débit. Tout non. est non. Ils peuvent payer par carte de crédit ou comptant. Ou comptant. Bon, d'accord. Oui. Alors, ils prévoient... Ça, c'est le maximum, 260. Donc, 550, si je compte bien. Oui, le maximum que ça peut coûter, effectivement. Si prenons le cas de... Et ça comprend tous les frais de justice. Ça comprend le timbre judiciaire, ça comprend tous les frais de justice. C'est un montant forfaitaire qui comprend tout. Donc, c'est extrêmement intéressant pour... Et ça existe depuis quelques années seulement, hein? Je voudrais pas m'avancer. Ouais. J'ai l'impression que ça existe autour de depuis 2012. J'ai compris je sais 2002, là, je disais, non, oh mon Dieu, je suis en retard. SARPA, c'est 2012, si je ne m'abuse, mais je pourrais pas vous dire la date exacte du de toute façon, le temps que ça entre dans les mœurs puis que les gens l'apprennent aussi, là, on vous donne l'information, c'est important. Donc, je regarde ma feuille, le service d'aide à l'homologation. Oui. L'homologation, vous venez de l'expliquer, mais je vais le reprendre. L'homologation, c'est on a une entente et on appelle ça homologué par le tribunal. Donc, on donne force. Oui. J'allais dire force de loi, pas force de loi, mais il y a un jugement qui est rendu sur l'entente. Oui, exactement. On appelle ça une homologation. Donc, il y a un jugement qui est rendu selon l'entente entre les parties. Ça leur aura coûté 275 chacun. Et là, je vais encore revenir en disant, OK, bien moi aussi, je ne le sais pas, parce que je ne le sais pas. Si ma conjointe est admissible, ou mon conjoint est admissible à l'aide juridique, il y en a... Est-ce que c'est... Moi, je vais payer 275, puis mon conjoint, ma conjointe va payer en fonction du soit palier. 0, ou soit 100, ou 200. Mais s'il est admissible moyennant un volet contributif de 300, c'est 275 qu'il va payer. C'est le maximum, le 275. OK. Donc... C'est possible que ça lui coûte rien. Donc, parce que là, j'ai envie de vous taquiner un peu parce que, on se connaît, on pratique dans la même région. Et récemment, j'ai un client qui essayait d'entrer. Est-ce que c'est facilement accessible ou c'était un... Je vous taquine un peu en vous disant qu'il y avait un problème. On l'a constaté ensemble et finalement, il y avait un autre chemin par Internet qu'on pouvait utiliser pour arriver au service. Il y avait comme... oui, je vois là, que vous vous posez la question. Bien, c'est-à-dire, c'est le formulaire H, peut-être, parce que les gens arrivent rarement avec le fameux formulaire H. D'accord, c'est ça. Hein, qui était, peut-être difficile à trouver, qu'on s'était dit, mais finalement, il est vraiment... clairement sur le site de la Commission des services juridiques. J'ignore pourquoi. C'est pour ça que je veux le mentionner, parce que j'ai peut-être l'impression qu'en cherchant sur les navigateurs, et moi non plus, je ne réussissais pas à entrer, mais je pense que je n'entrais pas la bonne, puis vous l'avez fait en 3 secondes, là, en me disant, ben voyons donc, Serge, il est là, je l'ai devant moi. Oui. Alors, donc, c'est ça. Là. Si vous avez une difficulté à le trouver, là...
Ou, Mais ils sont disponibles dans tous les bureaux d'aide juridique, Bon. les formulaires H, de toute façon. Ils doivent être remplis. C'est que les gens doivent arriver quand même avec un minimum de documents D'informations. pour que l'avocat puisse évaluer s'il s'agit d'un dossier qui s'y prête OK. au service d'aide à l'homologation. Parce que c'est pas télédossier. Vous savez, si les gens ne se sont pas entendus, par exemple, si on a un travailleur autonome et on a une personne qui est salariée, puis le travailleur autonome va dire, ben oui, moi, je veux rajouter la pension alimentaire parce que j'ai plus de revenus maintenant, j'ai 9 000, puis madame est devant moi, puis elle va dire, ben voyons donc, tu es travailleur autonome, mais je sais bien que tu gagnes 30 000, 35 travailles au 000, noir. ou tu travailles au noir, mais là, je vois qu'il y a une mésentente. On n'est pas dans un cas de SAH, on est dans un cas qui devrait être débattu devant les tribunaux. Mais quand les gens s'entendent, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans les cas d'annulation de pension alimentaire, l'enfant il est majeur, il est rendu autonome financièrement, les parents sont généralement d'accord. Le problème, c'est que ça prend un jugement. Hein? Vous ne pouvez pas juste appeler à la direction des pensions alimentaires, dire, bon, ben là, mon enfant, il est majeur, il est autonome, là, financièrement, fait arrêtez la pension. Ça prend un jugement. Bon, là, vous abordez, on arrive en fin d'émission, mais vous abordez un sujet, il faut se rappeler que, justement, au Québec, de façon très, très, très générale, les pensions alimentaires sont payées à un autre service gouvernemental qui s'assure que les pensions sont payées, qui fait le suivi pour éviter ce qu'on connaissait il y a 15, 20 ans, 30 ans, mauvais payeurs, puis là, les gens se retrouvaient en difficulté financière. Oui. Donc, il y a ça. Et ça, tout ça se fait... mon Dieu, je dis, le service d'aide à l'homologation va se charger d'informer également. Enfin, bref, il y a quelqu'un au gouvernement, on va dire ça comme ça. Bien, le jugement qui va être rendu à la Cour va se rendre à la direction des pensions alimentaires au même titre que n'importe quel autre jugement qu'on a habituellement. Donc, la pension alimentaire annulée, la direction des pensions alimentaires va être en avisée parce que le greffe va faire parvenir le jugement, comme dans tous les autres jugements. C'est vraiment un service où on a les deux parents qui sont avec nous, qui ont un désir de s'entendre, qui ne veulent pas chacun prendre leur avocat pour faire un débat à la Cour et qui va aboutir à une entente qui va être préparée par un avocat et homologuée par le tribunal. On arrive presque à la fin. Donc, répétez-nous les acronymes SAH. Oui, Service d'aide à l'homologation et le service administratif de rajustement des pensions alimentaires, qui est le SARPA. D'accord. Donc, soit on s'entend, et on dit bien dans le service administratif d'homologation, il faut qu'il y ait service d'aide à l'homologation. Merci de nous avoir expliqué ça. Je vous remercie pour vos explications et je vous invite à nous revenir. Mesdames et messieurs, revenez-nous à la Justice entre nous pour une prochaine émission.